Permettre aux enseignants en formation d'acquérir dans de bonnes conditions des connaissances à transmettre aux apprenants, voilà l'objectif du projet d'installation d'infrastructures électriques dans les écoles normales d'instituteurs. Où en sont les travaux? Le directeur général de la CET est allé aux nouvelles en fin de cette semaine. Et puis après cette crise d'Ebola connue depuis 1976, la République démocratique du Congo a acquis des expériences de riposte qui peuvent être bénéfiques en ce moment. Les professionnels de la santé congolais forment des bénévoles qui pourront partager leurs expériences dans les pays touchés. C'était les titres. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la première. La politique de développement basée sur l'éducation enclenchée au Togo fait son bonhomme de chemin. Après la construction des 3 écoles normales des instituteurs unis à Adeta, Sotobois et Niamtougou, le gouvernement les équipe d'infrastructures électriques. En fin de cette semaine, le directeur général de la CET s'est rendu sur les différents chantiers. Le compte rendu avec Isidore Koubatil. Dernière mise au point entre le directeur général de la CET et ses collaborateurs avant le périple qui va les conduire tour à tour à Adeta, Sotobois puis à Niamtougou pour constater l'état d'avancement des travaux d'électrification des écoles normales des instituteurs construites dans ces 3 zones. Sur place à Adeta, puis à Niamtougou, une équipe d'ingénieurs est à pied d'œuvre installant des poteaux lesquels serviront pour l'acheminement du courant électrique vers ces centres. Par contre, à Sotobois, les travaux ont avancé avec d'ailleurs le branchement du courant électrique sur le bâtiment de l'ENI. Le sérieux dans l'exécution des travaux n'a pas laissé indifférent le directeur général de la CET. Et je vois que mes collaborateurs suivent les instructions que nous donnons en ce qui concerne l'alimentation en énergie à la population. Là, ça fait un moment que nous avons entamé l'alimentation des écoles normales d'instituteurs. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que pour l'ENI de Sotobois, tout est terminé. Et l'ENI d'État, dans une semaine, on va faire la réception. L'ENI de Niamtougou est aussi à pied d'œuvre. Avec un peu de chance, on va faire la réception avant le 27 où la rentrée est prévue. Les ENI, les écoles normales, vous comprenez que dans la formation des maîtres et les outils utilisés sont beaucoup plus des outils informatiques. Des outils, tout le matériel, l'internat existe, donc il faut quand même un minimum de conditions. Et tout ceci, ça rentre dans la politique du chef de l'État. La visite de terrain de Yandé Dételi s'est poursuivie à Djarpanga. Ce canton de la plaine de Mou enclavé bénéficie aujourd'hui de l'installation d'une centrale électrique isolée de 105 kV, une volonté des plus hautes autorités togolaises. La centrale de Djarpanga est opérationnelle. Maintenant, c'est au niveau de la population que nous attendons les demandes de branchement pour rendre ça beaucoup plus opérationnel. Puis la stratégie du développement des priorités du chef de l'État, l'énergie prend une bonne place. C'est pour ça que dans sa visite à la région de Djarpanga, il avait promis à la population de l'énergie, et c'est ça que nous avons traduit aujourd'hui en actes. De la lumière électrique, une première dans ce canton isolé est visiblement appréciée par les primo-bénéficiaires. C'est une très grande joie qui nous anime. C'est tout comme si on était dans l'obscurité totale. Mais aujourd'hui, à présent, je crois qu'on est fiers de ça. Si on voit toute la population aujourd'hui, il y a aussi l'augmentation de tous les jeunes qui sont venus des pays étrangers, qui avaient parti à cause de l'électricité, allaient rester dans d'autres pays, sont revenus. Le taux de desserte en énergie électrique au Togo est estimé aujourd'hui à environ 27%, avec la politique du gouvernement togolais à étendre l'électricité partout au Togo. L'on espère dans les jours à venir enregistrer de meilleurs résultats pour un développement harmonieux au Togo.
Énergie, encore une journée porte ouverte sur les énergies renouvelables. C'est tenu hier samedi à Kara. L'objectif est d'amener les jeunes de la ville à s'intéresser à ce secteur qui constitue de nos jours une source d'emploi. Nestor Mozo. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse sont des énergies qualifiées de renouvelables. Avec les changements climatiques qui ont pour conséquence le réchauffement de la Terre, ajouté à l'épuisement de certaines sources d'énergie, les énergies renouvelables se présentent comme une alternative à la vie humaine. Afin de présenter ce secteur aux jeunes de Kara pour leur permettre d'appréhender les opportunités qu'il offre, un groupe de techniciens du domaine a organisé une journée porte ouverte. Sur cette journée, nous avons organisé 4 thèmes. Le premier parle de l'énergie renouvelable en général. Sur le deuxième thème, c'est l'énergie biomasse. Biomasse, comment récupérer les déchets et en faire de l'énergie. En troisième position, on va parler de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est comment utiliser de manière rationnelle l'énergie. Et en quatrième position, on va parler des emplois qui dérivent de l'énergie renouvelable. Cette journée porte ouverte a été tenue grâce à certains cadres de la préfecture de la COSA. Au Togo, maintenant ça vient. Il y a même des villages qui vont être éclairés avec les plaques solaires. Ces plaques solaires ont une durée de vie, on parle souvent de 25 ans. Même avant ça, elles peuvent tomber en panne. Il faut des gens pour aller intervenir, pour les réparer. Il faut aussi des gens pour les installer dans les maisons. Aujourd'hui, on n'a pas de techniciens pratiques dans le domaine. Donc c'est par rapport à cela que nous avons sollicité que les jeunes frères cadres qui connaissent la matière essayent de venir former les jeunes de Kara. Les jeunes qui ont manifesté leur souhait de faire carrière dans les énergies renouvelables suivront donc dans les jours à venir une formation appropriée. Cette décision à présent, l'éducation primaire et secondaire ne doit plus être soutenue au Togo, mais plutôt renforcée. Et pour cela, l'Organisation internationale de la francophonie OIF, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, des enseignements primaires et secondaires, a procédé cette semaine au lancement du dispositif dénommé IFADEM, entendez, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. C'est une initiative, un projet qui ambitionne de valoriser les expertises locales, les savoir-faire des professionnels de l'éducation afin de mener à bien les activités tout en renforçant les capacités des enseignants impliqués à tous les niveaux. Des précisions avec Élisée Kodo et Komu Poyode. Environ 7% des enfants scolarisables n'ont pas accès à l'école au Togo, à en croire les responsables de l'éducation primaire et secondaire. Aussi, ceux qui en ont accès ont un niveau d'acquisition globalement faible. Le manque du personnel enseignant qualifié en est la raison fondamentale. La situation est préoccupante et pour relever ce défi, le système de formation à distance des maîtres reste l'ultime moyen. L'on comprend donc pourquoi les autorités togolaises coopèrent avec l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. IFADEM se propose d'appuyer d'abord les espaces numériques de formation des instituteurs qui existent dans les ENI, dans les écoles normales supérieures, en particulier les centres de ressources. En plus de cela, IFADEM construira également d'autres espaces qui sont comme des campus numériques francophones. C'est des espaces technologiques. Les enseignants iront dans ces espaces numériques pour se former à l'aide de supports pédagogiques diffusés autrement que... Expertise au service d'une éducation de base de qualité, ce système vient en appui aux efforts du gouvernement dans la recherche d'une éducation pour tous au Togo. Toutes les initiatives qui peuvent contribuer à avoir des enseignants de qualité, le Togo est candidat. 10 pays africains dont le Togo ont souscrit à cette initiative. Déjà, plus de 11 000 enseignants sont formés à distance. Toujours au chapitre de l'éducation, l'ONG Born Fonden va en guerre contre la violence faite aux enfants et surtout aux élèves
dans les établissements scolaires. Elle préconise que des méthodes alternatives soient utilisées par les enseignants dans leurs tâches d'éducateurs des apprenants. Un document servant de référence à la recherche de cette éducation sans violence a été élaboré et validé cette semaine. Nous retrouvons Komou Boyode. Et toute autre méthode punitive à caractère violent à l'endroit des enfants et en particulier des élèves doivent être proscrits, car ces agissements dégradants leur fait perdre confiance en l'éducation. L'ONG Bonfonden l'a si bien compris à travers son projet Éduquer autrement lancé depuis 2011. Projet dont la réalisation se poursuit avec l'élaboration d'un document servant de guide pour un enseignement sans violence. Quand on éduque, la question de discipline se pose toujours, que ce soit à la maison, dans la rue et partout, la question de discipline se pose. Donc, nous avons travaillé à ce que nous puissions trouver ce que nous appelons la discipline positive. C'est une discipline qui est essentiellement basée sur la règle de 3 R, qui voudrait quoi? L'apprenant, dans son processus, peut faire des erreurs, peut faire des fautes, il faut le sanctionner. Alors, la règle de 3 R voudrait que la sanction respecte la dignité de l'enfant. La sanction doit être arrosée avec la faute commise. On ne peut pas dire à un élève qui est en retard d'aller labourer le champ d'un enseignant. Ça n'a aucune relation. En fait, ça n'aide pas à corriger l'erreur, la faute commise. L'initiative s'inscrit dans la dynamique de la recherche d'une éducation de qualité au Togo. Tout enfant a droit à une éducation, mais dans le respect de sa dignité. Depuis longtemps, le bâton a été le maître éducateur de nos enfants. Mais depuis les années 2005, on s'est rendu compte que ce n'est pas la meilleure façon d'éduquer un enfant. Lui faire peur, le traumatiser déjà, c'est lui arracher son potentiel. L'ONG Bonfonden œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des enfants et leurs parents dans les communautés pauvres. Autre actualité, une campagne d'opération de la cataracte a eu lieu la semaine dernière au CHU et CHR de Kara. Elle a été menée pour marquer la journée mondiale de la vue et des dizaines de personnes ont été prises en charge. Nestor Mozo. La cataracte est la principale cause de la cécité dans le monde. Selon l'OMS, 75% des aveugles sont dans cet état à cause de la cataracte. Et pourtant, cette affection oculaire peut être opérée. À la faveur de la journée mondiale de la vue à Kara, de nombreuses personnes ont pu bénéficier de consultations et d'opérations gratuites. J'ai été surpris que l'œil qu'on a opéré voyait plus clair par rapport à l'autre œil qu'on n'a pas opéré. Mais sincèrement, ça, il faut reconnaître que c'est des gens qui vraiment maîtrisent leur travail. Et je tiens à les remercier très sincèrement. Et aujourd'hui, j'ai récupéré ma vue. J'ai appris qu'il y a une opération foraine. Je me suis présenté et je viens d'être opéré actuellement. Actuellement, je vois très bien. J'ai l'impression que des gens ont peur, surtout des opérations. Ils pensent que ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Les opérations ont été faites grâce aux organismes comme Christoffel Binden Mission, la Croix-Rouge Suisse, le Lions Club International et Sight Savers sous l'égide du ministère de la Santé et du PNLC, Programme National de lutte contre la cécité. Après le lancement et déjà l'après-midi, l'équipe dynamique composée que des chirurgiens ophtalmologistes togolais ont opéré déjà dès l'après-midi de jeudi 40 patients. 20 au CHU Kara et puis 20 au CHR Kara Tomde. Au total, on s'est retrouvé avec 102 personnes opérées. Au Togo aujourd'hui, on ne peut plus accepter que quelqu'un reste aveugle dans sa chambre juste à cause de la cataracte. Après cette campagne, le PNLC se propose de faire le plaidoyer auprès d'autres bonnes volontés pour prendre en charge le reste de ceux qui doivent être opérés pour guérir de la cataracte. Santé toujours, une session nationale de synthèse du dénombrement des ménages et de distribution des moustiquaires MILDA a eu lieu la semaine dernière à Sokodé. Organisée par l'ONG Plan Togo, cette rencontre qui a rassemblé les professionnels de la santé a permis de faire le bilan des opérations effectuées. La marque Bojona.
Cette session nationale de synthèse du dénombrement des ménages et de la distribution des moustiquaires imprégnés qui a rassemblé les directions régionales de la santé et d'autres institutions comme l'OMS, l'UNICEF et Plan Togo a duré 3 jours. Elle a permis aux participants, 61 au total, de faire le bilan des opérations menées. L'objectif de cet atelier est d'analyser les données de dénombrement des ménages par région, d'analyser aussi les données de distribution des mildas ou moustiquaires imprégnés, de croiser ces deux données et de les consolider, et ensuite d'apprécier la mobilisation sociale qui a été mise au cours de cette campagne, d'apprécier aussi l'implication des acteurs et aussi de voir les activités d'appui qui ont été programmées afin de tirer des leçons et de faire des recommandations. À la clôture de cette session, le représentant du secrétaire général de la Santé a, au nom du gouvernement, remercié le Fonds mondial pour le financement de cette importante activité. Hors du Togo, en République démocratique du Congo, ce sont les professionnels de la santé qui s'apprêtent à mettre leur expertise au service des pays touchés par la fièvre hémorragique. Car des crises d'Ebola, le pays en a connu 7 depuis la découverte du virus en 1976. À Boendé, l'épidémie d'Ebola semble se résorber. C'est ici, dans la province de l'Équateur, que la maladie est réapparue il y a 2 mois, faisant une 40aine de morts. Des flambées d'Ebola, la RDC en a connu 7, depuis que le virus y a été identifié. C'était en 1976. Alors, par la force des choses, le pays a acquis un précieux savoir-faire. Savoir-faire que ses professionnels de santé et ses formateurs veulent rendre accessible au plus grand nombre. Maintenant, cette capacité réside dans des personnes, des individus, dans certains bureaux du ministère de la Santé, mais n'est pas systématisée. Donc aujourd'hui, ces formateurs sont en train de travailler pour systématiser toutes les connaissances et les traduire dans des modules de formation. Comment convaincre la population de respecter les mesures de prévention? Comment combattre les idées reçues et les rumeurs? Un millier de volontaires congolais va partir transmettre son expérience au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone, 3 pays où le virus était inconnu jusqu'alors. Si nous sommes arrivés à maîtriser, arriver même à toujours contrôler le plus vite possible nos épidémies, parce que nous utilisons la population. C'est la population presque elle-même qui s'approprie la gestion. Les premiers volontaires doivent s'envoler pour l'Afrique de l'Ouest à la mi-novembre. Selon le dernier bilan publié ce vendredi par l'OMS, Ebola a fait 4555 décès et le Libéria paie un lourd tribut avec plus de 2500 victimes. Mais au-delà de la crise sanitaire se pose une sociale. Ces milliers de victimes ont abandonné des orphelins, tous autant nombreux que les associations humanitaires peinent à gérer. Regardez. 4000 enfants orphelins d'Ebola en Afrique de l'Ouest, presque autant que le nombre de victimes. Dans ce comté du Libéria, Miata et ses sœurs ont perdu leurs 2 parents. Livrées à elles-mêmes, les 4 sœurs reflètent l'impact qu'a l'épidémie d'Ebola sur la vie des enfants. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent pour leurs études, leurs vêtements. Tous les vêtements qu'il restait dans la maison ont été brûlés par mesure de précaution. Cette aide me servira aussi à nous nourrir. Confrontés à la précarité, beaucoup d'enfants sont également rejetés par les autres membres de leur famille qui craignent le risque d'infection. Au Libéria, les associations de protection de l'enfance sont débordées. Si vous faites le tour du comté, vous verrez beaucoup d'orphelinats. Ce que nous essayons de faire aussi bien que possible, c'est de rassembler les enfants dans des foyers et de les réunir avec certains membres de leur famille. Nous avons vraiment besoin de soutien de la part d'organisations philanthropiques bien intentionnées, en plus des associations qui nous viennent déjà en aide. Le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie avec près de 2500 décès. L'UNICEF craint que le risque d'enfants orphelins grimpe encore avec la propagation du virus. Allié à la solidarité, la sensibilisation reste la meilleure arme contre Ebola.
Le pape François a choisi la fin du synode sur la famille pour béatifier ce dimanche à Rome le pape Paul VI, pape du Concile Vatican II, fondateur justement du synode. Une cérémonie place Saint-Pierre qui a drainé une immense foule de fidèles et qui rend hommage ainsi à un pape dont le pontificat fut évincé dans les mémoires par la popularité du pape Jean XXIII et de Jean-Paul II. Le désormais bienheureux Paul VI a été pape de 1963 à 1978. Pierre, un immense portrait de Paul VI. Il a dirigé l'Église pendant 15 ans, de 1963 à 1978, une période difficile et agitée pour le Vatican, confronté notamment à la libéralisation des mœurs. Ce matin, devant une foule nombreuse et sous un ciel éclatant, le pape François a d'abord remercié Paul VI, avant de prononcer cette formule en latin, Paulus Sextus. Une formule qui demande que Paul VI soit appelé bienheureux. Paul VI, c'est aussi le pape qui a achevé le Concile Vatican II et qui a institué le synode, cette assemblée consultative des évêques dont la dernière réunion s'est terminée hier soir. Sur 183 évêques, plus d'une centaine étaient prêts à faire preuve d'ouverture, mais comme prévu, les paragraphes relatifs aux divorcés remariés et aux homosexuels n'ont pas obtenu les 2/3 des votes, ce que le pape a semblé regretter en évoquant ce qu'il appelle des tentations. Il y a la volonté de s'enfermer dans ce qui est écrit, la lettre, et de ne pas se laisser surprendre par Dieu, le Dieu des surprises, l'Esprit. C'est dans la certitude de ce que nous connaissons et non pas ce que nous devons encore apprendre et rejoindre. Cela dit, il est évident que les sujets les plus délicats reviendront très vite à l'agenda. Le document ne résout pas ces questions. Il indique que certains évêques ont un point de vue et que d'autres en ont un autre. Je crois donc que nous allons parler de ces sujets au sein de l'Église et puis nous verrons ce qu'en dit le synode l'année prochaine. Car un prochain synode est d'ores et déjà prévu pour le mois d'octobre 2015 et c'est alors le pape qui, en principe, devrait avoir le dernier mot. En page nationale, don du chef de l'État aux élèves démunis à travers le pays. Pour cette rentrée scolaire, le président de la République leur a offert des cahiers. Ceux de l'Acquéran, Dufelgou et Tandjouari ont reçu leur part cette semaine. Nestor Mozo. Comme dans les autres préfectures, les élèves démunis de Dufelgou ont bénéficié de la générosité du président de la République à l'occasion de la rentrée scolaire. Le don a été remis par les députés de UNIR, section Dufelgou, au bureau local de la Fédération des associations des parents d'élèves et au chef d'établissement pour la répartition. Comme toujours dans chaque année, le président s'est fait fort de pouvoir contribuer à la facilitation de la rentrée scolaire en faisant des dons. Le mois d'octobre a été déclaré mois du civisme au Togo. Les députés de Dufelgou ont saisi l'opportunité de la remise du don du chef de l'État pour conduire les enseignants de cette préfecture à s'aligner sur la démarche du gouvernement pour que la reprise des programmes d'instruction civique soit effective afin de former des jeunes pétris des valeurs citoyennes. Nous sommes à l'école primaire publique centrale de Kanté. C'est ici que le don mis à la disposition des élèves nécessités de la préfecture de l'Acquéran a été présenté et réparti. Au total, 6100 cahiers ont été distribués. Il faut comprendre que lorsque le chef de l'État a décidé que tous les enfants puissent accéder à l'école, il s'est engagé également à accompagner chaque année les plus démunis de ces enfants pour offrir les mêmes conditions d'apprentissage. Les cadres du parti UNIR section Kéran qui ont remis le don ont exhorté les bénéficiaires à être assidus à l'école pour réussir à la fin de l'année scolaire. Ce sera, ont-ils souligné, une des meilleures manières de remercier le chef de l'État. 6 000 cahiers pour les élèves nécessités, 1600 boîtes de craie et autres matériels didactiques pour le corps enseignant de la préfecture de Tandjouar. Une action sociale du chef de l'État Fort Izazunanya Zimbe pour soutenir l'enseignement de qualité au Togo. Nous voulons remercier beaucoup le président de la République pour son effort. Nous demandons à ce que le Dieu Tout-Puissant lui accorde toute la sagesse possible et de le guider dans toutes ses actions et promettons vraiment être derrière lui
C'est la énième fois que le président nous envoie. Et chaque fois, c'est pour qu'on sente sa présence aux côtés des parents, aux côtés des populations. L'autre étape de la rencontre, sensibiliser les élèves et le corps enseignant sur le problème de la maladie Ebola. Sur ce, les uns et les autres sont appelés à pratiquer l'hygiène, surtout le lavage des mains pour éviter le virus. Le respect des autorités, des emblèmes du pays sont entre autres points de sensibilisation entretenus par l'honorable Immaculée Bakali. Dans le moyen mono, ce sont également les cadres du Parti Unir de la localité qui ont remis le don du chef de l'État aux bénéficiaires. Occasion pour les émissaires du chef du Parti Unir de sensibiliser leurs sympathisants sur les prochaines échéances électorales avec un point d'honneur sur l'inscription sur les listes électorales. Pierre Soussoupo. Soyez prêts à aller vous inscrire sur les listes électorales. C'est l'essentiel du message de cette rencontre des cadres du Parti Uni de Moyen-Mono avec leur base. Venus des différents cantons de la préfecture, les militants de ce parti ont été amenés à comprendre les enjeux des prochaines échéances électorales. On a beau être partisans, des gens qui aiment le président, le jour du vote, c'est la carte d'électeur. C'est pas la carte d'identité. Il ne faut surtout pas qu'on vienne les intoxiquer. C'est notre rôle de les prévenir. En marge de la rencontre, un don du chef de l'État composé de kits scolaires a été remis aux élèves nécessiteux. Le chef de l'État a l'habitude de faire ce geste. C'est ce geste-là que nous accompagnons pour venir ici. Mais ce don de kits scolaires n'est pas le seul objectif de notre visite ici. Notre préfecture a connu des inondations. Le gouvernement est venu au secours des populations. Nous devons montrer que nous-mêmes, nous sommes déterminés à lutter contre ces inondations-là. Donc ça fait aussi partie des objectifs de notre visite d'aujourd'hui. À travers des échanges ponctués de sketchs, élèves et parents d'élèves ont été sensibilisés sur les mesures préventives de la maladie hémorragique à virus Ebola. Durant toute cette semaine, les membres du ministère des Femmes des Assemblées de Dieu du Togo se sont retrouvés à Lomé pour une séance de partage sur l'engagement de la gente féminine pour l'accomplissement de l'œuvre divine. Aliou Rotitri, Charlotte Moussime. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce sujet. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et puis le mois du civisme et de la citoyenneté suit son cours et tous les moyens sont mis à contribution pour inculquer les valeurs patriotiques aux Togolais. Hier, le message est passé à Thévié via la phase finale du tournoi du civisme et de la citoyenneté initié par le ministère de la Communication en charge de la formation civique. Et c'est Étoile filante de Mano Giakbo qui remporte le trophée devant les Aigles Verts de Adala Bodi. Le compte rendu de la manifestation avec Modeste Kouma. Étoile filante de Mano Giakbo est le premier vainqueur du tournoi du civisme et de la citoyenneté. Un succès possible grâce à sa victoire sur Aigle Vert d'Adala Bodi. Pourtant, après le coup d'envoi protocolaire de la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Aigle Vert a pris le jeu à son compte, mais manque la transformation de ses occasions de but. Il échoue par 2 fois en première période sur le montant et la barre transversale et une seule fois en seconde période sur le goal de l'Étoile filante qui réplique timidement. 0 but partout à la fin des 2 fois 15 minutes et c'est à l'épreuve des tirs au but que l'Étoile filante plus chanceuse réussit 2 tirs à 0 aux grandes dames de son adversaire. La participation massive de la population de Kévi à cette compétition, comme les attentes du gouvernement qui en a fait un canal de sensibilisation des populations sur les valeurs civiques et citoyennes. Nous nous inscrivons bien sûr dans le mois du civisme et de la citoyenneté lancé par le chef de l'État au cours de ce mois, le mois d'octobre, pour dire à nos concitoyens l'importance d'avoir l'esprit civique, c'est-à-dire l'importance d'avoir des comportements responsables
d'être des citoyens actifs et dynamiques, c'est-à-dire d'avoir des valeurs de bonne conduite, notamment valeurs de politesse, valeurs morales, le respect du bien commun, le respect de l'autorité, mais l'amour aussi de la patrie, l'amour du travail bien fait. Et en choisissant le football, nous avons constaté que le football est une des meilleures écoles du civisme et de la citoyenneté, parce qu'au niveau du football, on développe l'esprit d'équipe, l'esprit de solidarité, l'esprit de tolérance. Et c'est ce que le gouvernement et le chef de l'État en particulier a voulu dire aux citoyens à travers ce mois du civisme, à travers la politique nationale de la formation civique, nous rappeler que nous vivons dans une même communauté, la communauté nationale, et que chaque acteur doit apporter sa pierre à la construction de cet État. Un sketch réalisé par le groupe Patapa a permis d'ancrer davantage le message. Les meilleurs clubs sont récompensés et l'étoile filante est repartie avec la coupe mise en jeu. Je vous le disais tout à l'heure, durant toute cette semaine, les membres du ministère des Femmes des Assemblées de Dieu du Togo se sont retrouvés à Lomé pour une séance de partage sur l'engagement de la gente féminine pour l'accomplissement de l'œuvre divine dans notre pays. Le compte rendu avec Aliou Orotitiri, Charlotte Moussime. Le ministère des Femmes de la Chapelle internationale de la FATED, faculté de théologie des Assemblées de Dieu, se joint à la lutte pour l'émancipation de la femme. À travers des prières et exhortations, les initiateurs entendent évangéliser, conscientiser et motiver ces communautés à valoriser la femme pour pousser celle-ci à mieux contribuer au développement du pays. Les femmes prennent une décision, c'est-à-dire nous prenons un engagement, un nouveau départ. Et cette année, nous avons vu plus de mobilisation parmi les femmes. Elles ont compris durant toute la semaine, au cours des enseignements, elles ont compris qu'elles devaient plus s'engager. Et à la dernière minute, nous avons vu d'autres qui se sont impliquées encore. Donc le message est en train de passer. Placé sous le thème « Seigneur, je m'engage pour ton œuvre », cette 8e édition a connu la participation de plusieurs fidèles chrétiens venus de toutes les régions du Togo. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre d'échange et de partage. Et depuis lundi, elles ont commencé une série d'enseignements chaque soir sur ce thème. Et ce dimanche, c'est l'apothéose. Elles ont par exemple, le dimanche passé, fait un tour à l'hôpital pour prier pour les malades. Les organisateurs nourrissent l'ambition de faire rayonner la parole de Dieu à travers ces initiatives, en mettant l'accent sur l'amour qui doit régner entre les hommes pour un monde meilleur. Vous l'avez donc compris, le journal se termine ici. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Permettre aux enseignants en formation d'acquérir dans de bonnes conditions des connaissances à transmettre aux apprenants, voilà l'objectif du projet d'installation d'infrastructures électriques dans les écoles normales d'instituteurs. Où en sont les travaux? Le directeur général de la CET est allé aux nouvelles en fin de cette semaine. Et puis après cette crise d'Ebola connue depuis 1976, la République démocratique du Congo a acquis des expériences de riposte qui peuvent être bénéfiques en ce moment. Les professionnels de la santé congolais forment des bénévoles qui pourront partager leurs expériences dans les pays touchés.